Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Aujourd'hui un point spécial sur probablement ce qui est la statistique la plus importante aux États-Unis, statistique économique, le rapport NFP, le fameux rapport mensuel sur le marché du travail aux États-Unis. Alors on va en parler, je vais vous présenter cette statistique, je vais vous en donner le consensus, qu'est-ce que le marché attend et quelles sont les conséquences à attendre sur les marchés financiers. Avant cela, prenez connaissance de l'avertissement sur les risques. Le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. C'est une présentation qui est réalisée à titre purement indicatif. Et donc sous vos yeux, l'avertissement sur les risques liés au trading. Alors, je vois que vous êtes déjà nombreuses et nombreux dans la section commentaires. Merci de me confirmer que le son et l'image fonctionnent normalement. Je pense que c'est le cas. Quelques graphiques avant d'envisager le chiffre. Vous avez sous les yeux justement la représentation graphique de deux courbes. Vous avez ici en gris clair l'évolution du taux de chômage aux États-Unis, alors qu'il est en repli permanent depuis plusieurs mois, et ici superposer la courbe des créations d'emplois dans le secteur privé. Alors, avant de revenir sur ce qu'est le rapport NFP, je vous montre une chose. Sous vos yeux, les toutes dernières projections économiques de la Réserve fédérale des États-Unis. Ces données ont été actualisées le mercredi 17 juin dernier. La Fed surveille trois grands agrégats: l'évolution du niveau de la croissance économique mesurée par le PIB, le marché du travail, alors entre autres un objectif sur le taux de chômage, et l'évolution du taux de chômage est une conséquence directe des créations d'emplois, du solde net des créations d'emplois, mais aussi du taux d'activité. D'ailleurs, c'était un des aspects très positifs du rapport NFP du mois de mai, la hausse du taux d'activité. Le taux d'activité, c'est quoi? C'est ce que représente la population active sur la population totale. Si le taux d'activité augmente, c'est que des personnes qui avaient perdu l'espoir dans la capacité de l'économie américaine à leur donner un emploi, eh bien, reviennent sur le marché du travail. Et on sait d'ailleurs que le consommateur américain, c'est une des composantes qui explique l'accélération du niveau de la croissance économique aux États-Unis. Donc, c'est une dynamique très favorable du marché du travail et bien sûr le troisième agrégat, le régime des prix. Mais aujourd'hui, on ne va pas du tout parler d'inflation, on va se concentrer sur cette ligne-là pour constater que pour l'année 2016 et l'année 2017, la Fed envisage le basculement du taux de chômage aux États-Unis sous 5% de la population active. Et pour la fin de l'année 2015, elle a un objectif qui s'établit à 5,2% de la population active. Alors, ce tableau vous rappelle que le marché du travail est un des trois grands indicateurs économiques que suit la Réserve fédérale pour ajuster sa politique monétaire et notamment son cycle des taux d'intérêt. Alors, le rapport NFP du mois de mai, le dernier en date connue, 280 000 créations d'emplois, extrêmement solide. Pourtant, le taux de chômage est resté stable. Pourquoi? Parce que le taux d'activité a augmenté. En clair, la population active a augmenté. D'accord? Donc ça, c'est une chose importante à savoir. Et ce qui est plutôt très favorable, puisque des personnes qui ne cherchaient plus un emploi, qui avaient abandonné, et je vous rappelle que la population active, ce sont les personnes occupées ou officiellement à la recherche d'un travail. Donc cet après-midi, on va prendre connaissance des créations d'emplois au mois de juin aux États-Unis. La population active aux États-Unis, c'est quoi? C'est 157 millions de personnes. 157 millions de personnes. Et puis hier, donc, on a pris connaissance du rapport ADP. Qu'est-ce que c'est l'ADP? L'ADP, c'est une entreprise privée aux États-Unis qui gère les feuilles de paye de 24 millions de personnes. 24 millions de personnes sur les 157 millions d'Américains appartenant donc à la population active. Le rapport ADP permet donc de se positionner sur 15% de la population active aux États-Unis et ce rapport ADP a été extrêmement solide. C'est pour cette raison d'ailleurs que la dynamique générale du dollar américain reste parfaitement haussière. Dynamique générale du dollar américain avec d'ailleurs dans le sillage de la décision de la Réserve fédérale du 18 juin dernier, une configuration ici en Magic Pattern, une des configurations de chartistes les plus puissantes du marché. Je vous rappelle que le dollar US a été fermement haussier pendant un an, puis s'est établi dans un range typique d'une phase de pause avant le redémarrage de la tendance de fond. Un piège baissier ici, mi-mai, le marché est remonté, est revenu chercher le point d'ancrage de la Magic Pattern pour repartir fortement à la hausse. À cela s'est ajouté en début de semaine de divergences haussières cachées sur l'indicateur technique RSI, divergence haussière cachée que vous pouvez constater ici, c'était lundi, ce qui m'a amené à penser très solidement que le support à 11 825 points serait acheté par le marché. C'est donc ce qu'il s'est passé avec en target de revenir au contact de cette ligne de tendance haussière. La hausse du dollar américain, portée par de très bonnes statistiques américaines sur la consommation des ménages
et aussi sur le marché du travail et la confiance du consommateur américain, mais tout ça c'est lié, eh bien c'est notamment traduit par des stratégies d'achat sur l'USD CAD, l'USD Yen ou des stratégies de vente sur le NZD USD. Alors, et bien sûr, la vente aussi de l'once d'or, puisque je tentais de vous rappeler ce matin à quel point le coefficient de corrélation tendait vers -1 entre l'once d'or et l'US dollar index. Alors, le dollar américain, à 8 minutes de la publication du rapport NFP, continue de progresser et teste ici cette ligne de tendance. L'once d'or casse déjà un niveau de support, ce qui laisse envisager un très bon rapport NFP. D'autre part, lorsqu'on étudie les données de notre Speculative Sentiment Index, accrochez-vous, 80% des traders particuliers chez FXCM sont à l'achat de l'once d'or, alors que ce marché baisse et ne cesse de casser les supports. C'est exactement le même raisonnement sur le taux de change NZD-USD, c'est l'approche contrarienne des marchés financiers. J'avais une conviction fermement baissière sur l'once d'or lorsque ce marché a réalisé ici un V-top, puis j'ai formulé l'hypothèse d'une structure en épaule, tête, épaule, et finalement la ligne de coup a été brisée, et on constate ici une phase d'accélération qui est typique lorsque le marché active ce type de figure. Il est vrai qu'il y avait des indications précurseurs ici lorsqu'on étudiait la cassure de cette ligne de tendance chartiste sur l'indicateur technique RSI basé ici sur les bougies japonaises en données 4 heures. Donc le risque sur l'once d'or a toujours été de revenir en direction des plus bas de l'année 2014. Et c'est a priori ce qui est bien parti pour faire l'once d'or. Ce n'est absolument pas une valeur refuge, en tout cas pas actuellement. Et c'est un marché qui recule parce que le dollar américain avance. Alors, le rapport NFP, vous êtes nombreuses et nombreux à avoir voté dans le forum. Quel est le consensus du marché? Pour le mois de juin, selon Bloomberg, en moyenne, les intervenants anticipent 230 000 créations d'emplois, ainsi qu'une baisse du taux de chômage à 5,4% de la population active. Mais autant vous dire que 230 000 créations d'emplois, c'est le consensus, il y a une probabilité que ce consensus soit battu. Pourquoi? Parce que le rapport ADP a battu le consensus. Et d'autre part, il y a une dynamique de création d'emplois qui est forte. Je pense que la remontée, l'inflexion observée sur la courbe du taux de participation permet d'envisager davantage de création d'emplois. Lorsqu'on jette un œil au consensus des banques, les grandes banques privées internationales par rapport à la capacité de l'économie américaine de créer des emplois en juin, globalement, je pense que ce chiffre du mois de juin peut battre le consensus et s'établir entre 230 000 et 250 000 créations d'emplois. Pour le moment, les indicateurs de marché militent en faveur d'un tel scénario. Alors bien sûr, un certain nombre de mouvements de marché ont été réalisés en amont. On va se concentrer sur les paires majeures. Il y avait depuis plusieurs séances la possibilité d'adopter des stratégies de marché qui soient complètement étanches au dossier grec. Le marché des métaux précieux, l'exposition directe à l'US dollar index via un indice synthétique comme le Dow Jones FXM dollar index et des stratégies sur des paires majeures complètement étanches au dossier grec. L'USD CAD, le NZD USD entre autres. L'USD Yen était aussi très intéressant, vous le savez, sur 122 yens. Le bémol étant que dans l'USD Yen, il y a le yen japonais. Et là, pour le coup, c'est un actif, c'est une monnaie avec un aspect refuge appuyé. Donc, il me reste 5 minutes. Dans 5 minutes, je vous donne le chiffre des créations d'emplois. On observera la réaction sur l'once d'or, parce que c'est l'actif dont nous vous parlons beaucoup depuis le début de la semaine, l'actif dont nous vous parlons beaucoup depuis ce matin avec un risque d'accélération baissière qui s'est matérialisé. À vous de voir maintenant comment vous allez gérer votre position. Mais si vous êtes vendeur sur ce marché, ce qui a priori ne concerne qu'une très petite partie d'entre vous, à peine 20% des traders particuliers chez FXECM, prenez soit des bénéfices ou commencez à abaisser vos stops. Parce que là, si les créations d'emplois déçoivent, l'once d'or va remonter fortement et pourrait ne pas confirmer la cassure en cours du support à 1162,60 $, qui quand même a des bases techniques qui rendent probable la poursuite de la baisse. Mais bon, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, l'USD Yen, l'USD CAD, l'USD Yen, j'en ai beaucoup parlé. Il représente aussi de manière assez nette la dynamique générale du dollar US. La construction technique de l'USD Yen, elle est juste parfaite à la hausse. Moi, je vais me concentrer sur le mouvement récent, une jambe de hausse
entre le 14 mai et le 5 juin, une structure de consolidation en biseau. C'est explosif. On peut même parler ici d'un creux en V-bottom. L'idée, c'est qu'après 150 pips de progression, le dollar américain revient en contact de cette résistance. Pour la dépasser, il faut un solide rapport NFP. Sinon, si on déçoit, le marché peut revenir chercher les 122 yens, ce qui sera à nouveau, selon moi, une opportunité pour se positionner dans le cadre, par exemple, d'un scénario en double bottom sur les 122 yens. Donc ça, c'est un fait. Le dollar US, on le suivra bien sûr en direct. Le taux de change euro-dollar, je l'ai mis de côté par rapport à toutes ces stratégies à envisager sur les paires en dollars majeurs. Dans tous les cas, l'euro-dollar subit aussi l'impact de la force du dollar américain depuis le début de la semaine. Ce n'est pas hyper directionnel, cependant je vous propose une vision en range, un système de range qui se juxtapose selon le principe de la balançoire. Je vous le réexplique. Vous aviez ici un range au sein duquel le marché évoluait entre 1,1135 et 1,1235. Lorsqu'on sort par le bas d'un range, pour en déterminer la target théorique, on projette l'amplitude balayée par le précédent range au point de cassure. Ce qui permettait de délimiter un nouveau range de marché, ici donc, entre 1,1035 et 1,1135 $. Pour le moment, eh bien, le taux de change reste à l'intérieur. Si le dollar américain devait être acheté davantage, car il l'est déjà, mais si les achats de dollars US devaient se prolonger à la faveur d'un bon rapport NFP, ce qui n'est pas encore connu, le taux de change euro-dollar retomberait en direction des 1,1035, mais serait en risque de retomber même en direction des 1,10, voire des 1,0960 $. Alors, il me reste 2 minutes, je vous propose de jeter un œil au DAX, le DAX qui tente d'accélérer. Quelle est la vision technique que je vous propose sur le DAX? Vous avez sous les yeux les chandeliers 15 minutes de l'indice de Francfort, un range entre 10 900 points et 11 300 points, mais je vais vous proposer quelque chose de mieux. Je vous propose ici une hypothèse chartiste en triangle rectangle descendant. Donc vous avez ici une jambe de hausse, et je pense qu'on fait une espèce de triangle rectangle lorsque vous vous mettez sur les bougies M15, ici entre 11 120 et 11 290. Si le marché en sort par le haut, l'idée c'est de revenir chercher ici les 11 250 points sur le marché action allemand. Donc les chiffres vont tomber, moi je ne les connais pas à l'avance. Voilà ce que nous allons faire. Je laisse le DAX au centre, l'once d'or ici à gauche. Donc je vais relever ici la bougie H4, voir si cela se confirme. Je décortique, et l'USD Yen à droite, et on décortique tout ça ensemble. L'once d'or, l'USD Yen qui attaque la résistance, et le DAX. Et donc le chiffre dans un instant, dont je vais prendre connaissance dès que possible. Ensuite je reprends le point de marché. Je vais décortiquer avec vous toutes les composantes du rapport NFP. Il y a un certain nombre de choses. Alors déjà, je pense que ça ne doit pas être exceptionnel parce qu'il y a... Oh, c'est volatile. En fait, je n'en sais rien. Je pense que ça ne doit pas être exceptionnel. Il y a de la vol. 223 000 223 000 créations d'emplois, c'est donc inférieur légèrement au consensus. 223 000 créations d'emplois. 223 000 créations d'emplois. Il y a quand même une réaction... Alors c'est assez compliqué à lire. Je vous donne tous les éléments, il ne faut pas se précipiter. Baisse du taux de chômage à 5,3% de la population active. Baisse du taux de chômage à 5,3% de la population active. Ce qui tend à soutenir le DAX. Alors le DAX qui tente de sortir par le haut de son triangle. Et si le DAX en sort par le haut, c'est bullish. 223 000 créations d'emplois. C'est inférieur au consensus. Mais ça reste somme toute solide. Si je vous remontre la dynamique générale des créations d'emplois aux États-Unis, à l'aide de ce graphique, vous allez pouvoir constater que 223 000 créations d'emplois, on se situe ici. Donc nous sommes en retrait par rapport aux créations d'emplois du mois de mai, mais ça reste globalement solide. Par contre, baisse significative du taux de chômage. Alors j'aimerais bien savoir à quoi est due la baisse du taux de chômage, et pour cela je vais avoir besoin de prendre connaissance du taux de participation. Est-ce que cette baisse du taux de chômage est due à une baisse du taux de participation? La réponse est oui. Alors ça par contre, c'est quelque chose que le marché peut lire de manière assez négative. Le taux de participation retombe à 62,6% de la population active, alors qu'il était remonté au mois de mai à 62,9% de la population active. Donc
c'est plutôt négatif, le taux de participation. La baisse du taux de chômage à 5,3% reste illusoire. Il y a de la volatilité. On passe en revue maintenant tous les marchés. Alors, le dollar américain, eh bien, le dollar américain recule pour le moment, ou en tout cas temporise sous cette résistance. Alors, je reviens ici sur les bougies japonaises en données 4 heures de l'US Dollar Index. Quel est le mouvement récent? La hausse qui a démarré le 18 juin, une jambe de hausse sur un support en début de semaine. La cible, c'était de revenir chercher cette ligne de tendance baissière. Elle a été précisément atteinte en amont du rapport NFP. Un rapport NFP que je qualifierais de moyen. Moyen du point de vue des créations d'emplois, globalement solide. Ce qui est décevant, c'est la baisse du taux d'activité. Ça, ce sera mal lu. Ce sera mal lu parce qu'on pouvait avoir l'espoir en mai que le taux d'activité continue de remonter. Et là, finalement, on constate qu'une partie de la population active aux États-Unis a cessé de chercher un travail. Alors pour quelle raison? Il va falloir creuser, regarder les détails sur le site de la BLS, le département fédéral du travail aux États-Unis, pour mieux comprendre. Ça, c'est un travail que je ferai dans un second temps tout à l'heure. Alors, temporisation du dollar américain sous cette oblique de résistance, on passe en revue tous les charts. Alors mécaniquement, le dollar américain est sous pression, on constate donc que ce rapport est lu de manière mitigée. L'US des yens rejette dans un premier temps sous cette oblique de résistance. Donc le marché reste enfermé ici dans un wedge. Mais ce biseau, moi je le trouve tout à fait intéressant sur le taux de change USD yen. Alors le gagnant c'est Red Art. Donc je vous donne en même temps le gagnant du concours NFP. C'est Red Art. Donc gagnant du concours NFP, Red Art, qui avait donné 222K. Donc Sylvain va vous contacter par email via la messagerie privée du forum. Donc Red Art, je ne sais pas si vous êtes parmi nous, mais c'est vous le gagnant du concours NFP du mois de juin. Vous aviez anticipé un chiffre légèrement en retrait du consensus. Vous avez donné 222 000 créations d'emplois. Le marché ressort à 223 000 créations d'emplois. C'est donc vous et de loin le plus proche. Alors, l'ensemble me paraît quand même globalement limpide. C'est un rapport décevant, c'est un fait. C'est un rapport décevant, essentiellement du côté du taux de participation. On constate encore à quel point il ne faut pas exagérer la nature précurseur du rapport ADP qui, encore une fois, ne porte que sur 15% de la population active aux États-Unis. Hier, l'ADP nous a dit que les créations d'emplois étaient fortes aux États-Unis, sauf que ces créations d'emplois, l'ADP ne les évalue que sur 24 millions de personnes. Or, la population active aux États-Unis, c'est presque 160 millions de personnes. Donc là, pour le coup, l'échantillon que couvre l'ADP n'était pas représentatif pour l'ensemble de la population active aux États-Unis. Après, il ne faut pas exagérer. L'USD Yen, il reste quand même dans un cadre graphique extrêmement limpide. Et en ce qui me concerne, si le marché revient sur 122 yens, et j'ai presque même envie de dire que si l'USD Yen revient sur 122,50, c'est un très bon point d'entrée. Ce niveau de prix sur l'USD Yen, personnellement, je pense que c'est un bon point d'entrée sur ce taux de change. C'est la base ici qu'on a construit, c'était ce niveau horizontal. Donc revenir ici à 122,45, j'estime que c'est un point d'entrée tout à fait intéressant sur le taux de change USD Yen. Alors les paires majeures, les métaux précieux, les indices boursiers, on enchaîne, et puis ensuite vos questions-réponses. Alors forcément l'euro-dollar reste enfermé dans le range que je vous ai décrit juste avant le rapport NFP, entre 1,1035 et 1,1135. Admettons globalement que le dollar américain subit des prises de bénéfices. Dollar américain qui a quand même fermement monté depuis le 17 juin. Fermement monté, porté par des stats favorables, jusqu'à ce fameux rapport NFP qui reste l'apothéose des statistiques, c'est la plus importante d'entre elles, et elle est moyenne. Donc forcément, cela amène le marché à prendre quelques bénéfices. L'euro-dollar rebondit, peut probablement aller chercher au moins un 11,35, mais un 11,35 c'est la première résistance, alors le marché pourrait rester ici coincé dans ce range. En tout cas, c'est un range trading à court terme entre un 10,35 et un 11,35. Je passe en vue toutes les autres paires de devises. Alors, une paire de devises qui me paraît intéressante, c'est le GBP USD. Le GBP USD, même si j'estime, c'est une monnaie forte, la livre sterling, et je pense qu'elle a de bonnes perspectives devant elle, notamment face aux devises les plus faibles. Cependant, le GBP USD a retracé 50% de toute sa baisse depuis l'été dernier. Il temporise sous les 1,59. Et ma vision de marché depuis quelques séances est de vous dire qu'il faut laisser la monnaie britannique temporiser, notamment face au dollar US.
puisque j'anticipais un retour sur ce niveau horizontal pivot à 1,5550 $. Eh bien, c'est un point d'achat. 1,5550 $, ça m'intéresse, avec un stop de protection sous cette ligne de tendance haussière. J'anticipe au moins une réaction au premier test ici sur les GBP USD des 1,5550 $. Moi je pense que sur l'USD Yen, il faut exploiter un retour dans cette zone vers les 122,50 pour payer. Franchement, je considère qu'ici, on a une zone où il faut accumuler des achats sur l'USD Yen du point de vue de la construction de la tendance de fond. La UD-USD, c'est ce dont je vous parlais ce matin. Nous sommes face à un des plus beaux trading range des paires majeures. Vous êtes ici face au chandelier en données 4 heures du taux de change à UD-USD. Ce marché évolue de manière générale depuis le début de l'année dans une vaste structure d'élargissement. Et à plus court terme, un rectangle. Le rectangle chartiste, c'est une des figures visuelles les plus communes. L'avantage des ranges, puisque globalement les investisseurs n'aiment pas les ranges, parce qu'on préfère les phases de tendance, mais l'avantage des ranges, c'est que ça donne au moins des niveaux d'intervention précis. On les attend, on intervient, et le risque est géré avec un niveau de stop très proche. Soit juste au-dessus de la résistance quand on short sous la résistance, ici et ici, sous le support quand on achète sur le support, ici, 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 ici. Il était donc possible ce matin d'envisager un achat de la UD-USD. On a une réaction d'environ une cinquantaine de pips. Mais attention, à terme, le risque c'est d'en sortir par le bas. À terme, le risque c'est d'en sortir par le bas. Alors forcément, là, on tient le support. Et comme je vous expliquais ce matin, face à un niveau de support, on peut se poser 3 questions. Acheter, vendre ou ne rien faire. Shorter un support, c'est une mauvaise idée, parce que par définition, il faut faire le contraire. Acheter un support, ok, mais dans une tendance haussière. Ou si on part du principe que le range trading peut durer. Alors ici, c'était pas stupide de vouloir acheter la partie basse du range trading. Pour l'instant, ça fonctionne. Mais c'est quand même la 4e fois qu'on vient dessus. Je reste donc méfiant. Ou ne rien faire. Et ne rien faire était de toute façon, avant une statistique d'une telle importance, la meilleure chose à faire. Alors, je vais maintenant me concentrer sur le taux de change USD CAD et le taux de change NZD USD. Je pense que l'USD CAD reste toujours intéressant à l'achat. D'ailleurs, l'USD CAD, a donné un signal d'achat ici le 24 juin, en sortant par le haut d'une structure en épaule, tête, épaule, inversée. Puis dans un canal de hausse, il est sorti par le haut d'un petit flag, pullback. Puis le taux de change USD CAD a débordé cette ligne de résistance, c'était hier, grande jambe de hausse. Puis il a débordé ici la résistance des 1,2560, elle est désormais support, c'était un double top. Oui, le support des 1,2560 sur l'USD CAD, eh bien ça se paye. Alors, ça peut paraître risqué, c'est hyper suracheté, c'est certain. On n'a pas une statistique qui milite en faveur à court terme d'un prolongement de la hausse du dollar US. Mais moi j'estime toujours que c'est une paire de devises intéressante à l'achat. Je vais juste essayer ici d'attraper un tout dernier canal de progression. Alors, l'idée c'est quoi? Je pense qu'on peut avoir une forme de dérive latérale avant de prendre appui ici sur cette ligne de tendance. Et moi je continue de penser que la probabilité la plus importante est de voir le taux de change USD CAD remonter ici en direction des 1,2660. Donc, eh bien au fond, pourquoi pas chercher à exploiter le support ici à 1,2560 dans le sens de la tendance sur le taux de change USD CAD. Donc là, pour l'instant, on voit que le niveau reste attractif pour les investisseurs. Alors l'once d'or, avons-nous eu un piège à la baisse? Alors c'est difficile de parler de piège à la baisse parce que ça ne fait que de baisser de toute façon. Ce qui n'exclut pas de toute façon de la volatilité. Vous savez, ce qui a fini de me convaincre que l'once d'or était sous pression, au-delà du Speculative Sentiment Index et de l'approche graphique, c'est la séance du 29 juin, dans la nuit de dimanche à lundi, lorsqu'on a compris, suite à l'annonce du référendum d'Alexis Tsipras, que la Grèce ferait défaut localisé vis-à-vis du Fonds monétaire international. Il y a eu une vague d'achat de l'once d'or et c'est retombé tout de suite. Ce qui a fini de me convaincre que cet actif n'était pas vu comme une valeur refuge. Et l'idée c'est quoi? Eh bien c'est que je pense que cet actif peut baisser davantage. Alors on verra
moi je vais regarder par exemple ici les chandeliers en données journalières de l'once d'or. Dans tous les cas, j'estime qu'en données journalières, la résistance qui a été brisée, c'était celle-ci, à 1171. Est-ce qu'on peut faire un pullback à 1171? Ça me paraît un peu profond. Mais si on considère qu'on a ici une structure de sommet, la ligne de coup c'est 1171. D'accord? 1171 ici, en données journalières. Donc, c'est ce qu'on peut estimer être la toute première résistance, sachant que moi j'utilise ici ce canal. Vous avez ici, regardez comme c'est propre, le beau canal de baisse de l'once d'or. On est venu simplement chercher la partie basse. Donc moi, mon opinion, tant que l'once d'or ici, et j'utilise les bougies japonaises en données 4 heures, reste dans ce canal, je continue de penser que ce marché peut baisser davantage, mais tout en conservant ce rythme de progression. Donc l'idée, c'est de chercher à exploiter le haut de canal. Alors maintenant, on va parler des indices boursiers. On constate que le taux de change euro-dollar reste donc dans son range 1,1035 à 11,35. C'est ce que moi j'appelle l'approche de la balançoire. Hein. Voilà, je prends tout simplement l'amplitude du précédent range, je le projette. Je pourrais faire la même chose si jamais on en sort par le bas, hein, etc., etc. Différentes étapes comme ça de baisse. Mais voilà, tant qu'on reste dans ce range, eh bien ça reste sous pression. Alors le DAX et le CAC 40. Je vais vous proposer un certain nombre de lignes de tendance pour vous décortiquer la structure technique actuelle du DAX. On est dans un triangle, ça c'est un fait. Un triangle dans un rectangle. Vous allez me dire, arrêtez de parler de géométrie. C'est pas de la géométrie, c'est du chartisme. Donc, j'utilise ça. Ce sont les lignes de tendance que je surveille. Aussi celle-ci. Pour bien représenter actuellement la compression dans laquelle se trouve le marché action allemand. Voilà dans quoi nous sommes. Mais pour moi, le cadre de fond sur le marché action allemand, dont vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données 15 minutes, c'est donc ce range entre 10 900 points et 11 290. Hein, ça, c'est vraiment le cadre de fond. On est dans cette espèce de compression. J'ai quand même le sentiment que ça pousse, quoi. L'idée, tant qu'on conserve ce trend, ici, c'est d'envisager un DAX qui soit, pourquoi pas, capable de remonter ici, voilà, en direction des 11 250 points. Ce serait plus ou moins, c'est concrètement le scénario ici que j'envisage sur le marché action allemand. Alors le dollar américain, vous voyez que la vente n'a qu'un temps, il est assez rapidement acheté. Le rapport NFP, il est moyen, mais écoutez, 223 000 créations d'emplois. En plus, les créations d'emplois du mois précédent sont révisées. Alors, elles sont révisées en légère baisse. Ça, c'est plutôt négatif. Mais je continue de penser qu'il faut chercher des achats sur le dollar américain. Et je continue de penser que l'USD CAD est une bonne stratégie. On constate d'ailleurs que le tout premier niveau de support ici sur l'USD CAD à 1,2562 agit. Donc, je vise toujours 1,2660 sur ce marché sur le court terme. Alors maintenant le CAC, je vais, comme pour le DAX, vous proposer une décomposition du marché action parisien en utilisant les bougies japonaises en données 15 minutes. Vous allez voir, c'est exactement la même chose. Le cadre de fond, c'est un rectangle. Donc c'est exactement comme le DAX. Le DAX était entre 10 900 et 11 300. Voilà actuellement le cadre technique sur le CAC. Un range entre 4 780 et 4 950. À l'intérieur de ce range, on peut délimiter un triangle. Donc en traçant ici quelques lignes de tendance. Bon, alors on a celle-ci qui n'agit plus. On va aussi pouvoir tracer cette ligne de tendance. Et puis on a la toute dernière actuellement qui soutient les cours. Celle-ci n'a plus lieu d'être. Voilà dans quoi évolue actuellement le marché. Alors par contre, je vais ajuster précisément celle-ci. Et on a un niveau horizontal juste là. Donc sur le CAC, voilà, en décomposant en bougie 15 minutes,
Moi j'aurais tendance à dire qu'on a un tout premier support en M15 ici à 4869 points. Et l'idée c'est qu'au fond on a ici une zone un peu de pivot, hein, vous la voyez bien sur les bougies 15 minutes. Cette zone pivot ici qui se trouve entre 4857 et 4869, eh bien moi je pense que c'est une zone d'achat. Vous avez ici sous les pieds du CAC, entre 4859 et 4869, une zone d'achat pour viser une hausse en direction des 4900 points. Et j'ai vraiment cette même approche sur le marché action allemand. Si je vous remets ici le DAX en 15 minutes, je considère qu'au-dessus au-dessus de cette ligne de tendance, au-dessus des 11 170, un biais positif pour monter au moins en direction des 11 225, mais même des 11 250. Écoutez, c'est la vision des choses que je vous propose ici donc sur ces marchés. Et donc sur l'once d'or, vous avez ce canal. Écoutez, c'est intéressant de noter, alors certes après coup, que le marché est allé chercher le bas de canal. Il y a toujours de la vol, on a un chandelier qui peut s'apparenter au final à celui ici. On verra, hein, j'attends de voir la tête du chandelier H4. Mais selon moi, de toute façon, tant qu'on est dans ce canal, on conservera un mouvement. Alors ici j'ai d'ailleurs un mouvement baissier. Hein. J'attrape ici cette jambe de hausse que je vais reporter au point haut. Alors attendez, je vais l'ajuster proprement. Que les choses soient propres. Donc cette jambe de hausse, première jambe de baisse au point haut de la reprise. Ce qui me permet de considérer voilà, qu'on aurait une première résistance ici entre 1564 et 1165. Et j'estime que voilà, tant que l'once d'or reste dans ce canal de baisse, le risque lors des prochaines séances, c'est de petit à petit, en conservant ce canal, de se diriger ici en direction des 1150 $. Bon, en tout cas voilà, c'est la vision des choses. L'idée c'est quoi? C'est d'utiliser la partie haute ici pour adopter une stratégie de vente bien money managée, en tout cas avec la possibilité d'établir une gestion du risque qui soit bien propre. Alors, des paires de devises, il y en a d'autres, des paires croisées, des paires mineures. Je peux continuer de répondre à vos questions si vous en avez dessus. Je passe donc justement à une session de questions-réponses en laissant ici sous vos yeux le taux de change euro-dollar. Premier graphique de la part de Romain. Alors je vais partager vos graphiques, n'hésitez pas. Alors petit graphique de l'AUD-USD. Un graphique en données mensuelles du taux de change AUD-USD qui est donc proposé par Romain. Le voici. Qui nous rappelle la dynamique fermement baissière sur le fond du taux de change AUD-USD, qui nous rappelle le risque de voir à terme le taux de change AUD-USD briser les 0,76 $ pour se diriger en direction des 0,72 $. Donc ça, c'est le risque en termes de tendance de fond du taux de change AUD-USD. Alors maintenant, on va étudier à nouveau les chandeliers intraday de ce taux de change. En dépit d'un rapport NFP décevant, vous constatez que la UD-USD menace toujours de sortir par le bas du range. Moi, je vais appliquer à nouveau cette théorie de la balançoire pour envisager la suite des événements. Si jamais la UD-USD en sortait par le bas, il y aurait à terme un risque de repli à court terme, au moins en direction des 0,7390. Donc, voilà. Je pense qu'il faut être méfiant. Comme le rappelle le graphique de long terme, ici les bougies japonaises mensuelles de Romain, le risque c'est vraiment de revenir ici en direction des 0,72 $. Donc l'idée ce serait ne pas anticiper la cassure du support, mais en tout cas si elle a lieu, on va dire la moindre clôture horaire sous le support et on a un signal de vente. Et puis si vous souhaitez mettre à profit le risque de cassure de support, dans ces cas-là, bien vous pouvez le shorter, même si sur un support ça se fait pas, mais pour envisager un risque pour gérer son risque, on peut éventuellement utiliser ce canal si on envisage un rythme de progression. Si on devait casser le support, il y aurait une possibilité de retomber rapidement ici en direction des 0,7540. Bon, tout ça c'est du chartisme, mais en tout cas ça peut aider à appréhender le rythme de marché. Ce qui ne m'enlève pas de l'idée qu'au fond, à travers l'USD CAD et l'USD Yen,
On a toujours parmi les meilleures stratégies d'achat du dollar américain. Je vais ici remettre l'USD Yen. Euh, une paire de devises, selon moi, qu'il faut toujours chercher à acheter au contact d'un niveau de support. Alors, la UD-USD, le GBP-USD, l'USD-Yen, je continue. L'euro-dollar. Voilà, des questions sur le spread de l'once d'or. Est-ce que c'est cher? Je ne sais pas. Alors, une question sur l'US dollar index. Alors, l'US dollar index, c'est le premier actif que j'ai couvert tout à l'heure. L'analyse est toujours dans les cordes. Euh, Sauf qu'on temporise maintenant sous une résistance. Imaginez quand même que depuis 2 semaines, ce marché a gagné 200 points. À un moment ou à un autre, faut se détendre. Le marché, c'est toujours acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Enfin, c'est très souvent le cas. J'ai toujours répété que les mouvements avaient souvent lieu en amont des statistiques. Le dollar américain ne déroge pas à la règle. Comment on peut envisager la suite des événements? Selon moi, à terme, il y a une possibilité non négligeable qu'on sorte par le haut et qu'on brise cette ligne de tendance. On peut aussi exploiter ce canal ici sur le taux de change USD sur l'US dollar index. Donc oui, voilà, moi je pense qu'on va rester dans ce canal, qu'on a ici une oblique de résistance, mais qui nous permet finalement de créer avec une temporisation. Mais je pense que la probabilité c'est qu'on continue de monter davantage ici sur l'US dollar index. Ça c'est un fait. Et c'est en effet ce que je continue de penser. Alors, je vous rappelle, puisqu'on est quand même dans une émission Wall Street Insider, quelque chose d'important qui pourrait finalement assez vite calmer les marchés actions US. Les marchés américains sont fermés demain. Je vous rappelle que les États-Unis fêtent l'Independence Day, la fête nationale américaine, l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, avec un jour d'avance. Alors c'est pour cette raison d'ailleurs que le NFP a été avancé aujourd'hui. Demain, les marchés US sont fermés. Donc, autant vous dire que c'est aujourd'hui la dernière séance pour les actifs américains. Et que demain, il n'y aura pas sur le marché les investisseurs US, ce qui va se traduire par une diminution importante du volume. Donc, on a eu une belle avancée du dollar US. C'est possible que d'ici la fin de semaine, étant donné qu'on a un rapport NFP qui est globalement moyen, qu'on temporise sous le niveau avant la semaine prochaine de tenter une extraction haussière. Alors, vous avez une question sur l'euro-dollar. Pourquoi l'euro-dollar ne monte pas alors que le rapport NFP est décevant? L'euro-dollar, il a monté, il est simplement allé chercher ou approcher sa toute première résistance. Écoutez-moi, l'euro-dollar, c'est probablement une des paires de devises les plus difficiles à court terme. Mais je vous ai proposé cette vision de marché qui est une juxtaposition de rectangles chartistes, de range en gros. Et je continue de la défendre. Donc on est longtemps resté entre un 11,35 et un 12,35. On l'a quitté par le bas. Maintenant on va s'établir peut-être jusqu'à la fin de la semaine entre un 10,35 et un 11,35. Il n'y a pas de séance US demain. De toute façon, les investisseurs seront dans l'attente des résultats du référendum. Y a-t-il une raison de quitter le range 1,1035 et 1,1135 avant vendredi soir? Bah non. Alors, à moins d'avoir une information qui viendrait bouleverser les choses. Mais le scénario le plus probable, c'est qu'on reste dans ce canal jusqu'à vendredi. Par contre, dimanche soir à 22 h, à l'ouverture du FX, on va le gaper, ce rectangle. Dans quel sens? Aucune idée. Ça va dépendre des résultats. Mais si on le gape, ça pourrait être plusieurs centaines de pips. Donc là, encore une fois, beaucoup de prudence par rapport à ce qui est attendu, dimanche soir à l'ouverture du FX. Alors mon avis sur les marchés actions US. Eh bien, écoutez, mon avis sur les marchés actions US, je vais vous le donner. Alors, on constate une chose intéressante, c'est que finalement, le rapport NFP qui est globalement moyen, ça exerce une phase de prise de bénéfice sur le dollar américain, ça soutient les marchés actions US. Moi, à Wall Street, je vous ai proposé sur le SP500 une vision, en utilisant les chandeliers journaliers hier, de rectangle entre 2060 et 2130. J'ai apprécié le fait qu'on ait finalement créé un espèce de double bottom ici sur le niveau des 2060 points.
Donc je pense toujours qu'on a sur le court terme une dynamique qui est positive à Wall Street. Lorsque j'étudie le RSI H4 du SP500, et notamment cette ligne de tendance, on l'a brisé, donc je pense qu'on avait un pré-signal positif ici sur le marché action US. Je pense que le SP500 peut se reprendre davantage, et notamment monter en direction des 2090 et même des 2100 points. C'est quelque chose qui peut se produire aujourd'hui. De toute façon, c'est la dernière séance à Wall Street. Donc on peut parfaitement envisager que les choses se passent de cette façon-là. Alors idem pour le Dow Jones des valeurs industrielles. On avait ici une précassure haussière sur l'indicateur technique RSI qui m'invitait à penser donc que le Dow Jones allait tenir la partie basse de son range entre 17 780 et 18 280. C'est ici que s'établit le range trading du Dow. On était dans le bas du range. L'idée c'est quoi maintenant? C'est qu'on progresse en direction du haut du range, puisque ça a tenu. À court terme, on a, comme avec les 2090 points du SP500, un niveau ici à suivre à 17 846. Mon opinion c'est qu'on peut aller le chercher, et probablement davantage. Je pense que le Dow pourrait remonter en direction des 17 890. Alors 17 890 comme objectif à la hausse sur le Dow Jones, eh bien c'est en effet remonter en direction des 2090 et des 2095 à court terme sur le SP500. En tout cas voilà, c'est comme ça que je vois les choses sur ces marchés actions US. Alors maintenant je vais répondre à une de vos questions sur le Nasdaq 100, puisque je sais que c'est un des indices que vous suivez, puis on est quand même dans l'émission Wall Street Insider, donc on va suivre le SP500 et l'indice Dow Jones, mais aussi le Nasdaq 100. Qu'est-ce qui se passe? Ok, alors je relance ma plateforme. Allez, j'ai bug, et puis je reviens, ne partez pas loin, je reste à côté, simplement le temps de relancer la plateforme. Il y a tellement de choses ouvertes sur mon PC que ça bug un petit peu. Au passage, je vous rappelle que les derniers sondages pour le référendum grec restent toujours en faveur du oui. 47% pour le oui, 47% pour le oui et 43% pour le non. Donc ça, concrètement, c'est l'inflexion en faveur du oui qui se met progressivement en place depuis le début de la semaine. Donc ça, c'est une chose importante à noter. Alors, un instant, mes graphiques sont en train de revenir. Un instant, les choses arrivent. Voilà, mes charts sont de retour. Les voici. Je vais donc chercher le Nasdaq 100. Il est là. Sur le Nasdaq 100, c'est vraiment comme le Dow et le SP500. On avait sur l'indicateur technique RSI ici une cassure, une précassure haussière, ce qui m'invite à penser que le Nasdaq 100 était en mesure. Alors, est-ce qu'on construit sur le Nasdaq 100 une espèce de structure en épaule, tête, épaule inversée? Écoutez, c'est possible. Faut présager de rien. L'idée c'est quoi? C'est que tout comme sur le SP500 on peut remonter à 2090, le Dow aussi, je pense que le Nasdaq 100 peut au moins venir chercher ce niveau, donc les 4457, à la faveur d'un dollar US qui temporise sous une résistance après avoir monté pendant 2 semaines. Peut-on aller plus haut? Écoutez, si on dépasse les 4458, oui, on pourrait aller plus haut. Je pense qu'il y a de la place ici, donc déjà viser cette zone là, mais après remonter à 4470 voire 4488, ça me paraît dans l'ordre du possible ici sur le Nasdaq 100 de manière générale. Donc voilà pour l'US dollar index, on temporise sous cette ligne de tendance, statu quo pour le moment. On n'a pas un rapport NFP qui permette au dollar US de déborder la résistance. Quelle est la conséquence technique de ce rapport? L'établissement sur le court terme du dollar US dans un range, une temporisation. Donc ça se calme sur le dollar US. Et c'est possible que désormais le marché du dollar US reste globalement calme d'ici la fin de l'Independence Day aux États-Unis. Je vais remettre ici
l'once d'or, et ici le taux de change euro-dollar que je remets en plein écran. Alors Shadak, on continue. Shadak qui nous pose des graphiques. Maintenant, je vais rendre public tous les graphiques que vous nous avez proposés dans la section commentaires, en mettant en voix vos commentaires. Alors, bonjour Shadak, qui nous salue tous. Bonjour Vincent, voici un petit graphe Market Scope du Dow Jones en H4. J'ai une vision des choses très proche de vous, Shadak. Alors, on n'utilise pas forcément les mêmes outils, mais je pense en effet qu'ici le Dow a établi un creux. Alors, ce sont des cibles fortement haussières que vous nous donnez, mais moi je ne serais pas surpris que vous ayez en tout cas raison, à savoir le fait qu'on ait établi ici un creux important. Donc c'est un graphique qui me parle sur le dos. Oui, le chiffre, voilà, il est moyen. Écoutez, voilà. Donc voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire sur l'ensemble de ces actifs-là. Alors, qu'en est-il Alors, l'once d'or, il y a quand même un chandelier H4. Bon, il y a un chandelier H4 qui est ce qu'il est. C'est un chandelier H4 qui quand même est solide. On a tenté d'accélérer à la baisse. Le marché est tombé quand même à 1157 $. Il est vrai qu'on se reprend de manière assez violente ici sur le XAUSD. Honnêtement, hein, je vais être parfaitement transparent. Lorsque je vois la tête du chandelier H4, je ne m'amuserais pas à shorter le haut de canal. Façon de parler, hein, quand je dis s'amuser à shorter le haut de canal. Il est possible qu'on quitte le canal maintenant. C'était baissier depuis le début de la semaine. On est passé de 1185 à 1157 $. On se reprend de manière forte. C'est vrai qu'on teste le haut de canal. Je peux comprendre qu'on veuille l'exploiter. On a quand même ici une bougie H4. Ça fait quand même... mais bon, on est dans le canal. Pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas chercher à l'exploiter? S'il y a un niveau horizontal, moi, qui m'intéresserait pour une vente, c'est les 1171. C'est le niveau dont je vous ai parlé en D1. C'est les 1171 que j'estime être la ligne de coup ici de cette structure. Pourquoi pas vouloir utiliser le haut de canal pour shorter? On est là. L'avantage d'un haut de canal, c'est qu'on met le stop juste au-dessus. C'est-à-dire que si on sort du canal, bah, on perd un tout petit peu d'argent, parce que le stop est très proche, mais au moins on a un niveau technique pur pour tenter une vente. Mais on a quand même une reprise qui est impulsive, on reste en même temps dans le canal. Voilà, je vous donne les éléments comme je les constate, hein, toujours en ayant en tête mon analyse de fond. Alors en fait, je suis en train de voir que par rapport à tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure, lorsque la plateforme a sauté, j'ai perdu tous mes charts. Ce qui est un peu dommage, mais bon, vous avez pu assister tout à l'heure au graphique que je vous ai présenté. Oui, voilà, Alex, le dollar temporise parce que le rapport NFP, il est moyen. Et il y a une bonne probabilité qu'il temporise jusqu'à lundi, puisque c'est le jour de l'indépendance, c'est la fête nationale aux États-Unis. Demain, les marchés US sont fermés. Pour toutes ces raisons-là, on peut envisager finalement que, en plus, avec le référendum en Grèce, les investisseurs ne prennent pas trop de risques. Voilà. Écoutez, merci d'avoir été attentive et attentif. C'est la fin de l'émission spéciale NFP. Il est 15h05, 50 minutes avec vous. Prochain point de marché, Sylvain Loganadin, pardon, autant pour moi. À 17h30, la closing bell, le DAX, le CAC, l'euro-dollar, l'once d'or avec les charts intraday de Sylvain. Et c'est tout à l'heure pour la closing bell. Quant à moi, je vous retrouve demain matin, première heure, 9h15 pour le Good Morning CAC 40.